Bon, la question de la dette grecque est une question absolument centrale. Euh, à partir de 2010, quand le premier mémorandum est imposé à la Grèce au mois de mai, et que se constitue la Troïka, cette association entre le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et la Commission européenne. Et cette question de la dette reste absolument centrale pour les années qui viennent. En décembre de 2010, la députée Sofia Sakorafa intervient au Parlement grec pour dire qu'il faudrait créer une commission d'audit de la dette grecque en s'inspirant de l'exemple de l'Équateur, qui en avait constitué une en 2007-2008. Et cette députée fait référence à ma participation à cette expérience et dit qu'on pourrait faire appel à mon aide. Mais il est très clair que ce Parlement qui était dominé par le PASOK et par ailleurs Nouvelle Démocratie n'avait absolument aucun intérêt à faire la clarté sur la dette. Et donc cette proposition a été rejetée par le Parlement. Et avec toute une série de mouvements sociaux grecs et cette députée Sofia Sakorafa, on a décidé de créer une initiative d'audit citoyen de la dette. Ça a pris quelques mois pour être lancé. On a mis en place un dispositif de lancement de cette initiative. Par exemple, en s'appuyant sur la réalisation d'un documentaire d'Heptocratie par le cinéaste Haris Aristofanou, qui allait jouer un rôle très important dans la divulgation de cette proposition d'audit. C'est un documentaire qui, quand il a été présenté au public à partir de fin mars 2011, a été téléchargé par 1,5 million de personnes en Grèce en 6 semaines. 1,5 million sur 10 millions d'habitants, c'est donc un écho extrêmement important. Et évidemment, il n'est pas passé sur les chaînes de TV privées au public, mais il a eu une résonance extraordinaire. La population grecque qui avait déjà participé à des grèves, etc., s'est lancée dans la foulée du mouvement des indignés espagnols dans l'occupation des places publiques d'une multitude de villes, à commencer par Athènes et Thessalonique, mais ça a touché des villes moyennes pendant tout le mois de juin et de juillet. Et là, les membres du comité d'audit citoyen ont trouvé un écho extraordinaire sur les places publiques en présentant les résultats préliminaires de la remise en cause des dettes réclamées à la Grèce et l'explication de comment la Grèce avait accumulé une telle dette qu'on pouvait considérer comme illégitime. Du côté des forces politiques constituées à la gauche, il y avait très peu d'enthousiasme dans le soutien à cette initiative. Du côté de Syriza, la gauche de Syriza, des personnes comme la Fazanis, qui est par la suite devenue ministre du gouvernement Tsipras à partir de janvier 2015, ou une autre ministre du gouvernement Tsipras, Nadia Valavani, ce sont des personnes qui dès le début se sont engagées, donc en 2011, dans le soutien à cette commission. Mais du côté de la majorité de Syriza, il n'y avait pas véritablement d'enthousiasme. Et par exemple, le ministre des Finances du gouvernement de Tsipras de 2015, quand nous l'avons contacté, donc avant qu'il soit ministre, en 2011, Yanis Varoufakis a expliqué qu'il ne pouvait pas soutenir cette initiative d'audit citoyen, en disant que si il s'agissait de proposer, suite à l'audit, de suspendre le paiement de la dette, cela impliquerait de ramener la Grèce à l'âge de la pierre, disait-il dans une lettre publique, qui permet de comprendre d'ailleurs des choses qui se sont déroulées en 2015 et le type de positionnement de quelqu'un comme Varoufakis. Cette initiative d'audit citoyen a trouvé un écho auprès de Syriza finalement, malgré les difficultés de départ, et Syriza a inscrit une des demandes de cette initiative d'audit citoyen
dans son programme en 5 points présenté aux élections de mai et puis au deuxième tour de juin 2012. Et les 5 points, c'était 1. Abroger les mesures imposées par la Troïka en matière d'austérité, 2. Suspendre le paiement de la dette jusqu'au retour à la croissance de la Grèce, ce qui impliquait d'appliquer une toute autre politique, et lier la suspension du paiement de la dette à la réalisation d'un audit, 3. La socialisation des banques, 4. La levée de l'immunité parlementaire, et 5. Des mesures fiscales importantes pour faire payer ceux qui avaient profité de la crise et ceux qui étaient à l'abri de la fiscalité. Et donc, avec un tel programme radical, Syriza a accompli une percée électorale très importante, puisque Syriza est passé de 4% des votes obtenus aux élections de 2009 à 27% des votes en juin, ce qui l'a amené en deuxième position par rapport à Nouvelle Démocratie qui dépassait juste Syriza de 2%. Et à partir de ce moment-là, Syriza est apparu comme une force capable d'accéder au gouvernement dans les mois qui suivaient ou quelques années plus tard. Ce qui est vraiment interpellant, c'est que alors que Syriza démontre par sa radicalité qu'elle trouve un écho extrêmement important dans la population grecque, notamment avec la proposition de suspension du paiement de la dette, la réaction de la direction de Syriza, et notamment d'Alexis Tsipras, c'est plutôt de modérer les propositions, avec l'idée, qui à mon avis est fausse, que ces engagements, si Syriza accédait au gouvernement, il lui serait très difficile de les appliquer en pratique. Alors que ces 5 points étaient des éléments absolument clés qui faisaient partie de la solution à apporter à la crise. On ne peut pas imaginer d'abandonner les politiques d'austérité si on ne résout pas d'une manière radicale la question de la dette. Il est impossible de revenir sur une série de mesures si on ne réduit pas radicalement la dette. Donc il fallait combiner la question d'abroger des mesures dictées par la Troïka à la suspension du paiement de la dette et à l'obtention d'une réduction radicale. Et puis il fallait aussi trouver une solution du côté des banques et évidemment de la fiscalité. Or, en octobre 2012, alors que je suis invité à donner une conférence au premier festival de la jeunesse de Syriza, je me retrouve dans une discussion tête-à-tête avec Alexis Tsipras, et au travers de cette discussion, je me rends compte que, en fait, cette proposition de suspension de paiement de la dette et d'audit, il est en train de revenir dessus, et il s'oriente vers plutôt une négociation pour obtenir une réduction de la dette de la part des créanciers sans recourir à la suspension du paiement. Et je lui dis de mon étonnement, et il me répond, écoute, notre programme en 5 points est maintenu, mais je me rends compte qu'en réalité, ce n'est pas ça qui est la perspective pratique de Tsipras. Un an plus tard, j'ai une nouvelle rencontre avec Tsipras. Je suis invité par lui à une discussion où en fait il me demande de collaborer à la préparation d'une grande conférence européenne sur la dette. Parce que l'orientation qu'il a adoptée à ce moment-là, c'est d'avancer l'idée d'une conférence européenne pour réduire la dette de la Grèce, à l'image de ce qui s'était passé en 1953, lorsque les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale ont concédé à l'Allemagne de l'Ouest une réduction très importante de sa dette. Alors nous avons une discussion à ce moment-là entre Alexis Tsipras et moi, et je lui dis que ça me paraît tout à fait légitime qu'il interpelle les
l'opinion publique européenne et les institutions européennes pour dire qu'il faudrait une conférence sur la dette et il faut réduire la dette grecque, mais je lui dis qu'il n'y a aucune chance que cette proposition réellement n'aboutisse. Et donc, il faut absolument combiner cette proposition à d'autres initiatives et bien reprendre l'idée d'un audit avec une suspension du paiement de la dette. La discussion à ce moment-là se termine par le fait qu'il me propose de participer donc à un noyau de préparation d'une conférence européenne qui devait se tenir à Athènes en mars 2014, mais entre-temps, cette proposition n'avait pas été soutenue sous cette forme-là par le parti de la gauche européenne qui finit par convoquer une conférence à Bruxelles au printemps 2014 à laquelle j'ai été invité avec Alexis Tsipras, avec d'autres dirigeants de Syriza et de la gauche européenne. Et là, à l'occasion de cette conférence, je redis très clairement, écoutez, il faut un plan B. Cette première proposition de conférence européenne n'est pas suffisante. Je me retrouve dans un panel où on discute de ça avec Euclide Tsakalotos, qui est aujourd'hui ministre des Finances en remplacement de Yanis Varoufakis, et je me rends compte, dès cette époque, donc printemps 2014, que Euclide Tsakalotos n'est absolument pas favorable à mettre au point un plan B portant sur la dette, portant sur les banques, portant sur la fiscalité, et que le plan, en fait, visiblement, est négocier à tout prix avec les Européens, les institutions européennes, pour obtenir une réduction de l'effort d'austérité, qui après rentrera dans ce qu'on appelle le programme de Thessalonique, et la perspective d'une réduction négociée de la dette. Syriza obtient une victoire électorale, devient le premier parti grec, et pour ceux qui luttaient sur la question de la dette, c'était une double victoire quelque part, parce que sur les 6 députés, 5 étaient favorables à une politique forte en matière de dette et à l'audit de la dette. Je pense à Manolis Glessos, à Georges Kadrougalos, qui est devenu plus tard ministre, à Sofia Sakorafa, qui était une des initiatrices avec moi de l'audit citoyen en 2011, mais aussi à Kouvenas et à un député provenant du PASOK, 5 députés qui étaient vraiment favorables à l'audit citoyen. Et on a eu à 3 reprises des réunions au Parlement européen avec les députés aussi de Podemos et d'Izquierda Unida pour avancer l'idée de la possibilité de l'action unilatérale et de la suspension de paiement. Mais en même temps, je me suis rendu compte que la ligne officielle de Tsipras, soutenue finalement par des personnes comme mon ami Kadrougalos, c'était non, on va plutôt vers la négociation, et ce qui est fondamental, c'est la conférence européenne pour la restructuration de la dette sur le modèle allemand. En janvier 2015 sont convoquées des élections anticipées pour le 25 janvier, et à partir du 2 janvier, je suis contacté par un envoyé d'Alexis Tsipras qui me demande si je suis disponible pour conseiller la direction de Syriza en matière de dette, et j'accepte immédiatement, et je fais une série de propositions dans la continuité de ce qui a été réalisé depuis 2011. Et quelques jours avant les élections, alors que j'avais fait une série de propositions à leur demande, le contact se perd. Alors je me rends, après la constitution du gouvernement grec le 27 janvier, suite à la victoire électorale remportée par Syriza, je me rends à Athènes, et je rencontre une des personnes que je rencontre, c'est Georges Kadrougalos, devenu ministre de la réforme administrative, qui avait soutenu donc à fond l'audit, qui, lorsqu'il était député européen, soutenait aussi d'une certaine manière les propositions que je faisais. Et il me met en contact avec la nouvelle présidente du Parlement grec, Zoé Konstantopoulou,
Et là, le courant est passé directement. Après 10 minutes de discussion, alors que je lui faisais la proposition de lancer une commission d'audit à partir du Parlement grec, elle a tout de suite embrayé et à l'issue d'une discussion d'1 heure, elle a rendu public les résultats de cette discussion en disant qu'elle faisait appel à mon concours pour lancer une commission d'audit de la dette grecque. Suite à 3 semaines de négociations, intervient le 20 février un premier préaccord entre les créanciers, la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le gouvernement grec, qui pour moi marque une étape déjà très préoccupante, à savoir un accord par lequel le gouvernement grec s'engage à respecter le calendrier des paiements et les montants à payer à chaque créancier. Et déclare que le gouvernement grec va faire une série de propositions à l'Eurogroupe, qui remplaçait la Troïka, en matière de réformes. Mais évidemment, pour l'Eurogroupe, ça voulait dire des réformes qui poursuivaient le programme en cours, reporté à la fin juin 2015, et donc des mesures d'austérité négociées avec les créanciers. Pour ma part, je pense qu'il aurait fallu adopter une autre politique comme gouvernement grec. Comme il était démontré dès le 20 février que les créanciers n'étaient pas prêts à permettre à Syriza de réaliser son programme, à savoir revenir sur l'austérité et obtenir une réduction de la dette, comme moyen de pression sur les créanciers, Tsipras aurait dû dire « j'applique le règlement européen adopté le 21 mai 2013 qui prévoit la réalisation d'un audit pour voir dans quelles conditions on a accumulé une dette qui devient insoutenable et déceler d'éventuelles irrégularités, c'est le texte exact de ce règlement européen, donc de dire comme gouvernement j'applique cela et il me faut pendant la réalisation de l'audit suspendre le paiement de la dette. Si vous suspendez le paiement de la dette, vous changez le rapport de force avec les créanciers. Face à un refus de paiement, c'est eux qui vont devenir demandeurs de la négociation. Tandis que jusque-là, c'est le gouvernement qui était à la recherche d'une négociation face à des créanciers qui ne voulaient pas réellement négocier, ou en tout cas qui voulaient négocier en imposant la poursuite des mesures qui avaient été rejetées par la population grecque. Et donc il aurait fallu suspendre le paiement, réaliser l'audit, prendre des mesures fortes sur les banques pour résoudre ce problème, parce que de manière permanente, on a injecté des dizaines de milliards dans les banques grecques en augmentant la dette publique grecque, sans résoudre le problème des banques. Il aurait fallu aussi prendre des mesures fortes en matière de fiscalité pour augmenter les recettes fiscales et pouvoir mener cette politique anti-austéritaire. Je pense que si le gouvernement grec, le 20 février, n'avait pas signé cet accord néfaste, il aurait pu réellement s'engager dans un processus tout à fait intéressant pour la Grèce. Alors, ce qui est aussi intéressant à souligner, c'est que la présidente du Parlement grec a dit à Alexis Tsipras, avec d'autres ministres, avec des ministres comme Lafazanis, qui était un des ministres importants, ils ont dit « pas question de soumettre cet accord du 20 février pour approbation au Parlement grec ». Parce que toute une série de parlementaires grecs ne pourront pas approuver cet accord en tant que Syriza, parce qu'il est contradictoire avec le mandat que nous avons été chercher le 25 janvier. Et effectivement, cet accord du 20 février est resté un accord purement et simplement signé par le gouvernement et pas avec l'approbation du Parlement, ce qui est un point très important.
Le 4 avril 2015 commencent officiellement les travaux de cette commission pour la vérité sur la dette grecque, instituée par la présidente du Parlement grec et dont la coordination des travaux m'incombe. Et au lancement des travaux, cela se fait par une séance publique de toute une journée à laquelle participent le Premier ministre, Alexis Tsipras, le Président de la République, la majorité des ministres sont là, une série de parlementaires et une participation citoyenne fort importante. C'est-à-dire des mouvements sociaux grecs sont présents parce que cet audit est conçu comme un audit à participation citoyenne. Et donc, nous nous lançons dans des travaux qui nous ont demandé énormément de travail pendant 2 mois et demi. Pour les réaliser, nous avons procédé à des auditions. Nous avons fait venir, par exemple, le négociateur grec au FMI pour la période 2010-2011. Nous avons fait venir un ancien conseiller de Barroso, le président de la Commission européenne, pour la période 2010, 2011, 2012. Nous avons évidemment étudié toutes les dettes telles qu'elles sont réclamées par les créanciers actuels de la Grèce, dans quelles conditions ces dettes ont été contractées, etc. Et nous avons défini les critères que nous allions utiliser pour identifier les dettes illégitimes, illégales, insoutenables ou odieuses. Et donc sur la base de ces critères et de l'analyse rigoureuse des dettes réclamées, nous avons produit un rapport préliminaire que nous avons présenté les 17 et 18 juin, qui conclut à ce que les dettes réclamées par les créanciers publics, la Troïka, sont des dettes qui, à nos yeux, sont illégitimes, illégales, insoutenables et odieuses. Quand je dis à nos yeux, c'est sur la base, évidemment, de critères scientifiques et sur la base de notions du droit international et du droit interne. Alors que Alexis Tsipras avait apporté son soutien aux travaux de la Commission, en réalité, au cours de la négociation avec les créanciers, il ne s'est pas appuyé de manière explicite sur les travaux de la Commission. Et donc, Alexis Tsipras et notamment Yanis Varoufakis ont poursuivi leur plan qui était d'obtenir la conclusion du programme d'austérité pour la fin du mois de juin en renouvelant un nouveau programme avec ses créanciers, mais dans des conditions largement déterminées par eux, sans mettre la pression sur eux, en renonçant donc à la suspension de paiement. Et donc ça a mené à l'impasse que l'on connaît, à savoir que les créanciers ne faisaient aucune concession au gouvernement grec et présentaient à l'opinion publique internationale le gouvernement grec comme incapable de présenter des propositions sérieuses. Et ça a montré un hiatus profond entre cette initiative extrêmement importante d'audit et une situation dans laquelle, poursuivant la négociation, le gouvernement grec utilisait tous les fonds disponibles pour payer les créanciers. 7 milliards ont été utilisés par le gouvernement grec pour rembourser le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne, les créanciers privés, alors que les dépenses pour résoudre les problèmes de la crise humanitaire, donc les problèmes de santé, les problèmes posés aux retraités, aux 300 000 familles qui n'avaient plus de raccordement électrique, les dépenses pour répondre à la crise humanitaire se sont élevées à 200 millions d'euros. 200 millions d'euros face à 7 milliards remboursés aux créanciers, on mesure l'importance du fossé. Donc, en tant que coordinateur de la commission, avec tous les membres de la commission, nous étions dans une situation vraiment de profonde frustration et d'inquiétude en se disant mais comment se fait-il, alors que nous sommes en train de démontrer
que la dette est illégitime, comment se fait-il qu'on continue à rembourser de cette dette? Est-ce que nous commençons à le dire publiquement, qu'il y a un problème là? Ce qui m'a amené à aller, par exemple, rencontrer le ministre en charge des retraites, Dimitris Stratoulis, qui lui annonçait qu'il refusait de nouvelles mesures de réduction des retraites pour lui apporter publiquement mon soutien en disant oui, il faut résister aux exigences des créanciers. Et donc pour nous, il était fondamental de montrer qu'il y avait un lien entre nos travaux et les préoccupations de la population grecque. Et là, je dois vous dire que j'ai pu mesurer que nous rencontrions un écho extraordinaire dans la population grecque. Personnellement, comme coordinateur de la commission, ma photo et mes déclarations apparaissaient dans les médias. Et lorsque je me déplaçais en rue à Athènes ou lorsque je prenais le métro ou le tram, j'étais très régulièrement arrêté par des citoyens grecs me disant merci pour le travail que vous réalisez et pour l'aide que vous apportez au pays. Alors que les médias dominants qui représentent 80% de l'audimat dénigraient les travaux de la commission, la population grecque décodait cette politique de discrédit qui était lancée par les médias et nous appuyait et avait une attente très importante à l'égard de nos travaux. Quelques jours après la présentation publique de nos travaux, la Grèce, qui était en état de suspension de paiement de fait à l'égard du FMI, ce n'était pas encore une suspension officielle, mais elle était en retard de paiement, elle était à un moment critique de négociation. Et les créanciers ont décidé d'augmenter leurs exigences à l'égard d'Alexis Tsipras. Ce qui a amené Alexis Tsipras à convoquer un référendum pour le 5 juillet 2015. Et alors qu'il y avait une pression maximale des créanciers, avec une intervention par exemple de Juncker disant au peuple grec qu'il fallait absolument voter pour les propositions que eux avançaient et donc ne pas voter non au référendum, 62% de la population grecque a dit non aux propositions des créanciers. Ça ouvrait de nouveau une situation par laquelle le gouvernement de Tsipras aurait pu, sur la base de son mandat du 25 janvier et de ce nouveau mandat renforcé, 62% de non aux exigences des créanciers, passer à une nouvelle orientation qui aurait été celle consistant à dire nous avons fait toutes les concessions possibles et imaginables. Nous avons remboursé 7 milliards. Et vous, en échange, les créanciers, vous ne faites aucune concession. Nous sommes amenés à prendre des mesures d'autodéfense. Nous suspendons le paiement, nous résolvons le problème des banques en les mettant en faillite, mais tout en protégeant les dépôts des déposants. Nous prenons des mesures fiscales très fortes pour faire payer les riches et ceux qui sont responsables de la crise. Et nous nous engageons donc dans un plan B parce que le plan A n'a pas fonctionné. Et au lieu de faire ça, Alexis Tsipras, qui avait pourtant un mandat très clair le 5 juillet, va rencontrer les dirigeants des 3 partis qui avaient appelé au oui et qui avaient subi une défaite terrible, donc le parti Potami, le parti PASOK et le parti Nouvelle Démocratie, et leur propose un accord. Et cet accord est un accord extrêmement négatif qui est soumis au Parlement grec le 11 juillet, qui est donc une proposition émanant d'une sorte d'union sacrée entre Tsipras et la droite, défaite lors du référendum. Et Tsipras va à Bruxelles le 12 juillet avec cette proposition. Les créanciers qui veulent définitivement obtenir la capitulation de Tsipras disent « ce que vous nous proposez n'est pas suffisant, nous durcissons nos positions » et après 17 heures de négociation, le 13 juillet, Tsipras signe un accord absolument funeste. Parce que non seulement il y a des mesures qui vont affecter les retraités une fois de plus,
et qui vont affecter toute la population parce qu'il y a une augmentation du taux de TVA sur une série de produits de consommation courante pour la population. Mais il y a en plus ce fameux fonds de privatisation qui doivent prendre une accélération forte et atteindre 50 milliards. C'est-à-dire une vente aux enchères de tout ce qui n'avait pas encore été privatisé. Et donc cet accord est extrêmement négatif. Il est donc signé par Tsipras le 13 juillet et soumis au Parlement grec dans la nuit du 15 au 16 juillet. Pour moi, là, on peut parler clairement de capitulation. Il faut tirer des leçons de la capitulation du 13 juillet 2015, à savoir que si on ne recourt pas à des mesures unilatérales d'autodéfense face aux créanciers et notamment à la suspension du paiement de la dette, il est impossible d'obtenir des concessions fortes de la part de ces créanciers. Il faut que les forces politiques et sociales européennes comprennent qu'une négociation dans le cadre européen actuel, respectant les règles dictées par la Commission européenne, la Banque centrale européenne ou le FMI, ça ne peut pas marcher. Il faut désobéir aux créanciers. Ce n'est qu'en désobéissant aux créanciers qu'on peut leur imposer de faire des concessions. Mais bien sûr, il n'y a pas que la question de la dette. Il faut répéter qu'aujourd'hui, des mesures clés d'alternatives, c'est, à côté de la suspension de la dette, l'abandon évidemment des politiques d'austérité et l'adoption de lois restaurant les droits des personnes qui ont été affectées par ces politiques d'austérité. Il faut aussi une solution du côté des banques. Pour moi, il faut une socialisation du secteur bancaire. Il faut que ces banques privées passent dans le secteur public et répondent à des critères de service public pour servir les intérêts de la population. Il faut une toute autre politique fiscale. Il faut que le pourcent le plus riche et les grandes entreprises paient réellement des impôts d'une manière importante et qu'on baisse la charge des impôts sur la majorité de la population. Donc on baisse les taux de TVA, qu'on exonère de certains impôts jusqu'à un certain niveau de revenus ceux d'en bas, c'est absolument clair. Et c'est la combinaison donc d'une politique qui porte sur la dette, sur les banques, sur la fiscalité et créant des emplois et mettant fin à l'austérité qui permet de mettre en place une alternative. Cette alternative est tout à fait possible. La population est prête à soutenir, ou sinon on ne comprendrait pas pourquoi 62% des Grecs, alors qu'ils étaient menacés du chaos s'ils votaient contre, pourquoi, malgré ce matraquage et ce chantage et la fermeture des banques grecques, pourquoi ils ont voté contre la proposition des créanciers. Donc, la conclusion, ça doit être qu'un mouvement qui veut assumer des responsabilités gouvernementales doit être prêt à être à la hauteur du soutien populaire. Si on propose à la population de rejeter des propositions des créanciers, si on propose de réaliser un autre programme, il faut être prêt à prendre les mesures qui permettent la réalisation de ce programme. Donc ce dont on a besoin, c'est des forces sociales et politiques qui sont prêtes dans le concret à affronter les créanciers et à désobéir aux créanciers. C'est la leçon fondamentale à tirer. La leçon, c'est que la modération ne permet pas de trouver une solution. Il faut, avec bien sûr l'appui de la population, prendre des mesures très fortes qui sont possibles. À côté de mesures fortes comme la suspension du paiement de la dette et la socialisation des banques, il y a des mesures très concrètes comme la création d'une monnaie complémentaire qui peuvent avoir un effet extrêmement intéressant. Pour un pays qui est en manque d'euros, par exemple, comme la Grèce, parce qu'elle est asphyxiée par la Banque centrale européenne, il est parfaitement possible de créer une monnaie complémentaire par la voie électronique, par exemple, comme l'a fait l'Équateur depuis 2 ans, c'est-à-dire en tant que banque centrale du pays, ouvrir un crédit via le téléphone portable, par exemple d'un montant de 100 €, permettant
aux personnes qui reçoivent ce crédit, c'est-à-dire les retraités qui recevraient une partie de leur retraite, les salariés de la fonction publique, ceux qui reçoivent une aide publique de différents types, recevraient un crédit de 100 € qu'ils peuvent dépenser pour payer la facture d'électricité, la facture d'eau, les transports publics, mais aussi utiliser ce crédit pour faire des paiements dans les supermarchés, parce qu'il faut comprendre que même si les supermarchés privés ne seraient pas enthousiastes à la création d'une monnaie complémentaire, ils vont finir par l'accepter, parce que s'ils n'acceptent pas l'utilisation de cette monnaie complémentaire, les clients potentiels vont aller chez les commerçants qui l'accepteront. Ça permet donc aux autorités du pays d'octroyer, y compris des augmentations de salaire, des augmentations de retraite, sans dépendre directement de la monnaie officielle. Par rapport à la question de l'euro, je pense que pour un pays comme la Grèce ou le Portugal, pour prendre deux exemples, la sortie de l'euro devient une perspective absolument justifiée. Pour reprendre la maîtrise de l'économie et appliquer des politiques qui répondent aux intérêts du pays, il faut être prêt à revenir à une monnaie nationale. Mais ça n'est valable pour moi, c'est absolument clair, que si ça va de pair avec la socialisation des banques, avec une réforme fiscale favorable à ceux d'en bas, avec une solution radicale à la dette. Ou sinon, on aura une sortie de droite à la zone euro. Et c'est pour ça qu'une partie de l'extrême droite soutient dans une perspective de repli national et souverainiste la sortie de la zone euro. Or ça, il faut l'éviter absolument. Il faut une sortie progressiste, favorable au peuple de la zone euro, pour retrouver le contrôle sur sa propre monnaie, pour mener une politique favorable au marché local, et notamment en soutenant les producteurs locaux, pour que les producteurs locaux satisfassent les besoins du marché local. Donc le problème, ce n'est pas d'aller vendre un maximum de produits à l'extérieur. Bien sûr, on en vend à l'extérieur, mais c'est de se baser sur les forces productives et les producteurs locaux pour renforcer la capacité de répondre aux besoins de l'économie locale, et donc de diminuer les importations, et donc de diminuer les besoins en devises fortes dans le cas d'un pays qui retourne à sa propre monnaie.